Voilà, on arrive peut-être à la phase d'échange. Sarah Adegé va présenter quelques sur moi-même. Sarah, elle est enseignante en psychologie et en psychopédagogie. Voilà, donc la parole est à toi, Sarah. Alors, merci Maïka pour cette intervention fort intéressante. Merci également à l'Académie. Je pense que c'est un sujet très intéressant et qui est peut-être peu abordé au sein même de la communauté musulmane, en tout cas au sein d'un certain nombre d'instituts et d'ASBL. Quel est ton regard là-dessus, justement, sur l'acceptation au sein des structures classiques de ce type de sujet? Alors, si je peux me baser sur mon expérience personnelle et de ce qui, en fait, de l'impact même du livre, c'est avec une grande joie, une grande satisfaction que je peux vous dire que, en termes d'invitation ou de rencontres et d'échanges, ça fuse de tous les côtés. Ça fuse de tous les côtés et enfin, quand je dis ça fuse de tous les côtés, oui, que ce soit dans le cadre universitaire, puisque dans le cadre universitaire, je ne sais pas si certains ici participeront au certificat européen, le certificat sur l'islam européen de l'ULB. Donc j'aurai la grande joie de donner les 8 heures de cours sur l'islam et le féminisme. Donc d'un point de vue académique, on peut se dire que eh bien, voilà, la thématique est en train de passer, puisqu'on me demande de venir donner 8 heures de cours sur islam et féminisme. D'un point de vue institutionnel, je reçois énormément d'invitations de structures comme le CFEP ou d'autres structures qui travaillent sur la question du féminisme, au-delà du féminisme musulman. Et puis là, je viens d'apprendre que l'ouvrage est nominé dans la catégorie innovation de l'année, du concours, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, dans le cadre du concours, ça va me revenir, je regarderai sur mon mail tout à l'heure, mais en tout cas un réseau féministe, un réseau d'entrepreneuriat au féminin, qui m'ont nominé en France. Alors ça, c'était quand même la grande surprise, hein. Et donc d'ailleurs, la dame qui m'a envoyé le mail est une ex-Femen. Vous vous rendez compte? Mais c'est anecdotique ce que je vous dis là, mais c'est juste pour vous dire, voilà l'impact du livre. Et donc on m'envoie l'information pour me dire que d'après des personnalités qualifiées, l'ouvrage est nominé dans la catégorie innovation de l'année. Moi j'ai été clairement surprise de voir cet impact et de voir cette dame ex-Femen qui me sollicite pour venir à la soirée de gala le 23 mars à Nantes. Enfin, pour moi, c'est pas la soirée de gala, je veux dire, c'est pas le plus important pour moi, mais c'est de se dire, waouh, regardez, le discours, il est en train de passer. Et le discours, il est en train de passer sans avoir besoin de le travestir. C'est-à-dire que moi, la question du féminisme musulman, je suis au clair avec ma foi, je suis au clair dans ma conception même du féminisme, du foulard, de l'islam, de ma spiritualité, et on prend le package. On prend le package. Pas besoin de devoir vendre un produit. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'islamophobie marketing. Aujourd'hui, on parle beaucoup du féminisme musulman marketing. Et il n'y a pas besoin de faire de marketing pour vendre le concept. Ça, c'est un mouvement de femmes aujourd'hui qui ne disait pas son nom. C'est un mouvement de femmes, parce que c'est clair, en fait, ce qui est ressorti de mes enquêtes de terrain, c'est que les femmes musulmanes aujourd'hui, elles s'affichent, elles s'affirment, elles inquiètent et elles dérangent, parce qu'elles mettent les pieds dans le plat, mais elles sont audacieuses, et il n'y a plus de frustration aujourd'hui à avancer avec un discours. On est face à des femmes qui sont éduquées, qui sont politiquement matures, politiquement, elles comprennent, elles ont une analyse des enjeux internationaux, elles ont compris les débats. Et elles ont compris une chose, c'est que nous mettre uniquement sur les questions, les débats liés au foulard, c'est une perte de temps. Moi, je le dis et je le répète, je ne suis plus là pour parler du foulard ou pour débattre du foulard. Je n'ai plus à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas plus, parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, je me justifiais. Je ne me suis jamais justifiée et je n'ai pas à me justifier. De la même manière qu'aujourd'hui, je n'ai pas à me justifier de me définir comme une afroféministe. Moi, je me considère comme une afroféministe. Je suis issue du Maghreb, donc ça reste l'Afrique. Vous avez parlé un peu de la réception du concept de féminisme musulman ici en Europe, et du doute et du scepticisme par rapport à ce concept. Qu'en est-il maintenant
de la réception de ce même concept au sein des musulmans? Alors, au sein des communautés musulmanes, j'allais y venir justement, Oui. j'allais justement embrayer sur ça, c'est qu'il y a 15 ans, il y a même 20 ans, moi je me souviens quand j'ai commencé à parler du féminisme musulman, hein, je le mets dans l'ouvrage, hein, donc moi je suis arrivée au féminisme musulman à travers le chapitre vers un féminisme islamique de l'ouvrage du professeur Tariq Ramadan, Musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, et donc il fait un chapitre sur vers un féminisme islamique. Alors moi, évidemment, ça m'a interpellée, puis avec des cadres associatifs de l'époque, on a commencé à s'intéresser, puis on lui a proposé de faire des séminaires de formation, et il nous a fait un séminaire de formation à l'époque, je crois que c'est en 2006 ou 2007, un séminaire de formation sur l'engagement des femmes, et le dernier séminaire, c'était sur le féminisme islamique. Alors l'objectif de ce séminaire, c'était pas de nous dire voilà ce qu'est le féminisme musulman, mais c'était simplement, étant donné que lui avait voyagé dans le monde entier, de la Malaisie à l'Indonésie, en passant par les États-Unis, l'Afrique, etc., il pouvait apporter la dialectique de terrain, il pouvait apporter justement, nous parler de ce courant-là. Donc là, c'est comme ça, nous, qu'on a, moi ou d'autres, comme Ismail Chuder, Zahra Ali, etc., qu'on découvre le féminisme islamique. Et à l'époque, il y a 15 ans, oui, le discours avait du mal à passer. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en préambule, c'est que le féminisme renvoyait toujours à ce concept occidentalo-occidental. Et il a fallu donc se réapproprier, faire comprendre, etc. Et puis, ce que je peux dire, c'est que 15 ans après, et là je me base sur mon travail de terrain, sur le travail de recherche, c'est qu'on est passé de l'affirmation du féminisme musulman, de l'émergence, pardon, du féminisme musulman il y a 15 ans, à l'affirmation. Claire et nette. Moi, j'ai eu des femmes que j'ai interviewées il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, le féminisme musulman. Alors, elles ne s'appropriaient pas tout à fait le label, elles ne s'appropriaient pas tout à fait l'identité, elles reconnaissaient le contenu de la lutte, d'accord? Mais l'identité, se dire je suis féministe musulmane, elles avaient encore du mal. Aujourd'hui, 15 ans après, il n'y a plus de souci à dire je me sens féministe, je suis féministe et musulmane, je suis féministe musulmane, je suis féministe islamique, ce que vous voulez, mais il n'y a plus de problème. Maintenant, on peut dire quand même qu'effectivement, ça reste un mouvement minoritaire. Ce qui peut lui donner une assise, c'est qu'il est de plus en plus médiatisé. Prenons à titre d'exemple le réseau Lalab, qui se définissent comme féministes musulmanes, mais parce qu'elles sont médiatisées, d'accord, n'oublions jamais que les médias sont la courroie de transmission de l'opinion publique. Comme elles sont médiatisées, on a l'impression que ça a du poids. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est quand même cette identité-là, le discours, il est le fruit de certaines femmes, mais quand on va sur le terrain, et moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai ce souci constant de rester connecté à la base. Bon, oui, aller parler du féminisme musulman à l'université, aller parler du féminisme musulman dans les institutions, dans les instituts, c'est important, mais pour moi c'est très important de garder un pied avec la base, de garder un pied, cette connexion avec cette jeunesse musulmane qui est pleine de créativité, qui est pleine d'idées innovantes et qui est en train d'arriver, qui s'est réconciliée avec cette identité de féministe. Moi aujourd'hui je me sens même dépassée. Pourquoi? Je disais ça au début de la promotion du livre, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir fait le livre et de contribuer à la promotion, en fait, me renvoie, le public me renvoie leur point de vue. C'est pour ça que pour moi c'est très important de continuer à présenter le livre sur le terrain. C'est que quand ça va même plus loin, il y a des femmes qui disent, elles disent pas je suis féministe musulmane, elles disent moi je suis féministe. D'ailleurs j'ai même plus besoin de mettre musulmane, je parle de femmes voilées, je ne parle pas de femmes... Donc elles disent pourquoi mettre le label musulmane? Justement, qu'est-ce qui caractérise maintenant une féministe musulmane? Comment peut-on qualifier est-ce qu'elle est, en tant que femme et musulmane, elle est féministe d'office, ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent dedans? Alors, le féminisme, c'est un projet politique et théorique pour aller vers une égalité entre les sexes. Bon. Partons du principe que si nous sommes d'accord, et je pense que toutes les femmes musulmanes sont d'accord avec ce projet-là. Aujourd'hui, les femmes musulmanes ne sont pas en train de s'approprier le féminisme comme un courant idéologique. Elles s'approprient le féminisme comme un courant politique, sociopolitique, qui veut aller vers cette égalité entre les sexes. Maintenant, musulmane, la question, elle est louable. Elle est louable, parce que ce qu'on nous reproche souvent, c'est « mais pourquoi avoir ce besoin de vous identifier comme musulmane ?» Parce que finalement, c'est clivant. Ça crée
ça crée des ruptures avec la féministe mainstream. Non, il y a des féminismes où on peut dire qu'il y a un féminisme avec différents courants. Le black feminism aux États-Unis, lorsque les féministes noires américaines, à un moment donné, elles ont dit aux féministes blanches américaines dans les années 70, quand elles leur disent, bon écoutez, nous vivons certaines discriminations que vous ne vivez pas, elles promeuvent le féminisme noir, le black feminism. Je l'ai souvent dit dans les interviews, le black feminism aux États-Unis, le féminisme musulman en Europe est le black feminism aux États-Unis des années 70. Pourquoi? Parce que les féministes musulmanes, à un moment donné, elles vont questionner le féminisme blanc mainstream. Les discriminations que les féministes musulmanes vivent aujourd'hui ne sont pas les discriminations que la féministe des quartiers UP belges vit. Elles vivent des discriminations sur base de leur appartenance économique, sur base de leur appartenance raciale, et sur base de leur appartenance religieuse. C'est sur base de ces trois aspects-là qu'elles vivent des discriminations. C'est pour ça que dans la thèse, et ce sera dans le prochain bouquin, où je dis que le concept d'intersectionnalité, je reviendrai le présenter ici, le concept d'intersectionnalité est pertinent parce qu'il prend en compte l'entrecroisement de ces discriminations. Et c'est un outil pertinent que pour promouvoir le féminisme musulman aujourd'hui. Cela étant dit, lorsque nous sommes face à des problématiques, à des discriminations relevant d'une interprétation, comme la question des mariages forcés ou la question de l'excision, c'est à partir d'un argumentaire religieux qu'on le justifie. La féministe musulmane, elle contrecarre avec un argumentaire religieux. Nous, on a été interpellés sur la question de l'excision, à titre d'exemple, parce que c'est un exemple criant. Nous avons eu, en Afrique, des imams qui justifient l'excision. Eh bien, les féministes musulmanes, le travail qu'elles ont fait, c'est que c'est sur base d'autres hadiths et d'autres versets ou d'une interprétation qu'elles en arrivent à la conclusion que non, l'excision ne peut pas être une pratique islamique. Donc lorsqu'on est sur le terrain islamique d'une discrimination et que l'on contrecarre avec un argumentaire islamique, c'est du féminisme islamique. Lorsque je suis discriminée pour l'accès à un logement ou un emploi ou l'accès à la santé, je suis féministe. Je ne suis pas féministe musulmane. C'est une lutte sociopolitique et socio-économique là que je mène. Et c'est sur base de la philosophie des droits humains que je vais aller contrecarrer ou que je vais aller me battre. Je vais utiliser la philosophie du droit, la philosophie des droits humains, pour dénoncer une discrimination socio-économique que je vis. Lorsque je vis une discrimination, où aujourd'hui, nous avons encore des personnes qui peuvent justifier le mariage forcé, ou les discriminations sur la question simplement de l'héritage. On sait tous aujourd'hui que la question de l'héritage, c'est du cas par cas. Arrêtons de dire que la femme musulmane hérite de 1/8. Je ne suis pas une spécialiste en jurisprudence, mais pour moi, c'est un peu le b.a.-ba. C'est du cas par cas, la question de la même. Idem pour la question de l'avortement. Il y a des grands principes, mais il y a aussi des cas qui ont été traités au cas par cas. Et donc, c'est avec des versets, c'est avec des hadiths, c'est avec un argumentaire religieux que je vais venir défendre mes droits. Donc là, on est dans du féminisme musulman. C'est, en tout cas, mon point de vue.